Nous sommes des retours, c'est cet espace dédié à la construction. Et comme toujours, c'est ingénieur Alphonse Biraghi. Chaque jour, il a toujours d'idées, il est sans peine de nous partager certaines choses par rapport à la construction. Alphonse, aujourd'hui, nous, on voulait aussi apprendre quelque chose. Ah, ok. Voilà, on voulait vraiment apprendre quelque chose. On avait à cette question, on s'est dit, voilà, on peut juste avoir des réponses grâce à vous. Tellement que vous êtes vraiment du domaine. Je pense que tu peux avoir une question en construction. Ouais, il y en a. Voilà. Mademoiselle Joyce, vous également, vous avez une question? Ouais, j'ai une question. Voilà. Sylvain, vous aussi? Toujours. Ah, très bien. Alors, peut-être qu'on va démarrer. Oui. Pour dire, vous allez poser des questions en vrac, comme vous voulez. Ouais, c'est en construction, tout ce qui cadre avec la construction. Ça cadre avec votre domaine. Avec le bâtiment. Voilà. Ça marche. Voilà, bien sûr. Je sais pas s'il y a un problème. Ah non, ça marche. Si on aura la réponse, on aura à la donner. Si la réponse n'est pas là, comprenez. Voilà. Bon, je rappelle que vous êtes... c'est un cerveau humain, Voilà. mais je ferai quand même le minimum. Voilà, je rappelle que vous êtes ingénieur A0. Très bien. Alors, moi c'est que je voulais comprendre vraiment avec vous. Pour, est-ce qu'il y a vraiment des cours qui sont très importants pour les ingénieurs, surtout les ingénieurs complets? Genre, quelqu'un qui aspire à devenir un grand ingénieur. Y a-t-il des cours d'importance capitale que d'office un ingénieur doit connaître? C'est-à-dire, il doit tout faire pour apprendre tous ces cours. S'il a bien appris ces cours, facilement il peut se défendre dans la vie professionnelle. À la base, Calvin, vous devez comprendre que tous les cours sont indispensables. Voilà pourquoi on essaie de les mettre à notre programme. Alors, me demander s'il y a des cours qui sont peut-être très capitales, très indispensables. Ouais. En tout cas, état scientifique, je ne saurais pas dire oui ou non, parce que tous les cours, je les trouve très importants. Peut-être, si vous me demandez, top 3, voilà. Selon moi, ou top 5. On peut parler d'un top 5, hein? Les top 5. Ce que je vais dire ici, c'est selon moi. En tout cas, ça n'engage que moi. D'accord. Et moi, je pense pour être un ingénieur complet, vous devez d'abord maîtriser les mathématiques. C'est ça la base d'un ingénieur. Tu ne peux pas te dire ou t'appeler ingénieur et tu ne maîtrises pas les mathématiques. Okay. Ça, c'est le premier domaine pour moi que j'ai trouvé très indispensable dans le bâtiment et travaux publics. À part le cours de mathématiques, il y a aussi le cours de calcul de structure et résistance des matériaux. D'accord. Parce que avant de commencer l'exécution, vous devez d'abord connaître les matériaux que vous devez utiliser. Vous devez les calculer. Mais aussi, vous devez dimensionner votre structure. Donc, pour moi, ça, c'est les deuxièmes cours que je trouve indispensables. À part le calcul des structures et de résistance des matériaux, il y a aussi les cours de dessin technique. Parce que les dessins, c'est le langage des techniciens. Normalement, nous, les techniciens, nous nous exprimons à partir des plans, des tracés, au fait. Et donc, c'est un cours que moi, je trouve très indispensable dans notre domaine. Quatrièmement, je peux citer les cours de viémétrie. Normalement, tout ingénieur doit être à mesure de calculer le coût de son ouvrage. Il ne faut pas seulement dimensionner et se limiter par là. Vous devez aussi prélever les coûts de votre ouvrage. Donc ça aussi, c'est un domaine qui est en tout cas intéressant dans le bâtiment et travaux publics. Voilà. Et comme vous avez demandé 5, à la 5e place, je mettrai en tout cas la pratique. Un ingénieur doit avoir une idée sur ce qui se passe, doit avoir des idées sur ce qui se passe sur chantier. Il ne fallait pas qu'un technicien te demande comment on fait ceci et que tu ne sois pas en mesure de lui expliquer, de lui montrer par un exemple, Par un exemple. Okay. Donc, comprenez que les 5 cours là
pour moi, je les trouve très indispensables. Mais je réitère et je signale que tous les cours sont très, très importants dans notre domaine. Très bien, merci Général Alphonse. C'est pas mon ami Sylvain, Oui. malgré les prières de moment. Est-ce que vous avez une question? Justement, parce que déjà, quand l'ingénieur était en train d'énumérer les cours importants, juste à la fin, il a parlé de la pratique. Mais nous avons toujours remarqué que les ingénieurs sont très souvent absents dans les chantiers et ne pratiquent pas. Est-ce que c'est quelque chose de normal ou comment? Et d'ailleurs, pourquoi ça? Pourquoi les ingénieurs eux, ne travaillent pas? Sylvain, dire que les ingénieurs ne travaillent pas, c'est minimiser le travail d'un ingénieur. Minimiser dans quel sens? Vous savez, ce que nous faisons sur terrain, c'est le produit de ce que l'ingénieur fait au bureau. Donc, comprenez que les travaux de construction commencent au bureau tout d'abord. Et quand je dis du bureau, je vois directement l'ingénieur. Lorsqu'on est sur chantier, l'ingénieur est là pour coordonner toutes les équipes, comme on l'avait dit précédemment. L'ingénieur a le devoir, a l'obligation de coordonner toutes les équipes. Maintenant, sur chantier, il y a le maçon qui sont là, il y a le menuisier, il y a les électriciens, il y a les plombiers, il y a le ferrailleur. Vous voyez, toutes ces personnes-là, vous les avez à votre responsabilité. Maintenant, quand vous demandez pourquoi un ingénieur ne travaille pas, voulez-vous qu'il travaille comme maçon, comme menuisier, comme électricien, comme plombier? Je pense non. Il ne sait pas aussi se diviser en morceaux pour être partout à la fois. Mais il est là et puis il fait un travail qui est mental. Un travail qui est mental parce que lorsqu'il est au bureau, il doit se dire non, à tel niveau je dois mettre, c'est pas moi une terrasse, un balcon, c'est pas moi à tel niveau, il faut qu'il y ait une applique. Il est là en train de suivre toutes ces opérations, toutes ces étapes et les faire respecter selon le travail qui a été fait au bureau. Donc comprenez que l'ingénieur en tout cas travaille à plus de 100% sur chantier comme au bureau. Pour dire qu'un ingénieur des professions doit nécessairement avoir de notions dans tous ces domaines-là que vient de citer, la plomberie, vient de citer ferraille. Carrément, à un certain moment, est-ce qu'un maçon peut pas, genre si un maçon a mal construit, l'ingénieur ne peut pas le montrer, non, il faut faire juste ceci, pas ça. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit qu'un ingénieur doit être calé aussi dans la pratique. Parce qu'il y a des fois un maçon peut être limité. Maintenant, vous devez normalement montrer à ce technicien-là par un exemple. Voilà. Voyez un peu ça. C'est ce que j'ai demandé. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. L'ingénieur vient et puis à la SEMA. Mon moment les pas. Mais bien évidemment, vous savez aussi, on ne sait pas peut-être escalader le chafaudage. On ne sait pas être aussi à hauteur étant donné qu'on a trop de choses en tête. Maintenant, quelqu'un peut être à un niveau trop élevé. Vous n'allez pas venir ingénieur et monter, mais en cas de force majeure, vous êtes obligé de monter. Imagine, vous arrivez sur le chantier quand on venait de le dire. Mon bonbon n'est pas là, on a bonbon là pour la première fois. Pour la deuxième fois, le maçon qui va commettre, ou alors le technicien qui va commettre la même erreur. Encore, tu arrives, tu dis mon bonbon n'est pas là. Moi, je pense, étant un ingénieur qui maîtrise la pratique pour la troisième fois, il ne faut pas demander à ce technicien de démolir, mais plutôt, tu dois monter et montrer l'exemple à ces techniciens. Et c'est que vous aussi vous faites sur terrain. Ouais, c'est ce que moi j'ai toujours fait. C'est pourquoi même vous me trouverez en train de circuler avec de tennis. En tout cas, moi je suis praticien. J'aime trop faire la pratique. D'accord. Ouais. Mademoiselle Joyce, vous avez aussi une question par rapport à la construction? Mademoiselle. Ouais, c'est comment on doit appeler comment? Ça va. En fait, je voulais savoir l'importance d'une toiture cachée parce que je vois actuellement à Goma, en tout cas des nouvelles constructions, c'est toujours toiture cachée. Je sais pas pourquoi, ça a quelle importance. Et puis des fois, je ne savais pas même si tu savais toiture cachée. C'était ça aussi ma question, c'est pas comment. Qui t'a dit ces mots, toiture cachée? Où est-ce que tu as tiré ça? Non, c'est fort. On doit clamer. Ça, c'est fort. Alors, tu veux savoir pourquoi ce dernier temps,
on préfère une toiture cachée. Oui, ça a quelle importance? Parce qu'il semblait qu'il y a une particularité. Alors, je voulais bien comprendre ça. Ah, ok. Bien évidemment, Joyce, une toiture cachée, c'est tout d'abord dans notre ville, c'est une réalisation qui est à la mode. Vous voyez ça? Et pourtant, on doit aussi aller avec la mode. Néanmoins, tout élément sur un ouvrage a ses avantages et ses désavantages. Vous savez, normalement, le choix de la toiture dépend de plusieurs facteurs. Lorsque vous voulez choisir votre toiture, ça doit dépendre de plusieurs facteurs. Entre autres, la région dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une région où il fait tellement chaud, vous n'allez pas prendre une petite toiture, une toiture cachée. Vous serez obligé de faire une toiture avec un pinceau qui est trop élevé. Si je parle du pinceau, je vois donc la hauteur de la toiture. Mais si vous êtes dans une région où il ne fait pas trop chaud, là vous n'avez pas affaire à une hauteur qui est vraiment trop élevée. Vous voyez un peu ça. Mais aussi, à part ça, c'est une toiture que nous avons jugée moins coûteuse par rapport à une toiture qui est apparente avec des formes un peu complexes. Donc, cette toiture présente plusieurs avantages par rapport à l'ancienne toiture. Et puis, c'est une toiture qui est à la mode en un mot. Voilà. Ah, ok. Et puis, j'ai un jour remarqué sur une maison, je pense que c'est à côté de chez Silva. Alors, j'ai vu une brique. Une brique, oui. Il y a des pointillés, il y a des trous au fait. Il y a des petits trous, alors je me demandais à quoi servent ces trous sur une grande maison comme ça. Au-dessus de la fenêtre? Pas au-dessus de la fenêtre, juste au linteau. C'est ce qu'on dit. Hein? Au linteau. Non, linteau. Ouais, après le linteau, on met des... Non, il y a une ceinture, il y a une ceinture, et puis en dessous, il y a une brique qui est trouée. Ah, ok, c'est ce que nous appelons des colostras. En fait, c'est pour l'aération. C'est pour l'aération dans la pièce. Donc ce trou-là joue le rôle d'aération dans la pièce. Ah, ok, merci. Ouais. Alors, client satisfaite? Je crois que ça va. Si tu as une autre question, tu poses. Bon, je crois que ça va. Ah, ok. Ouais, merci. Alors, mon ami Chulo, vous avez aussi une question? Alors, j'ai aussi une question. Ouais. Ça va du même angle avec la question de Joyce. Moi, j'aimerais savoir pourquoi actuellement les gens préfèrent beaucoup plus la charpente métallique que la charpente en bois. C'est quoi les avantages du charpente métallique que la charpente en bois? Merci beaucoup, Monsieur Chulo. Tout d'abord, vous devez comprendre que une charpente en bois n'est plus à la mode comme dans les anciens temps. Parce que nous avons remarqué que le charpente métallique présente, ou alors le fer présente les avantages qui sont un peu supérieurs aux avantages d'une charpente en bois. Voilà pourquoi ces derniers temps dans la ville, nous faisons toujours recours à une charpente métallique. Et si nous faisons recours à cette charpente, c'est premièrement à cause de sa légèreté. Vous savez, la charpente métallique est trop légère. Elle est trop légère, ce qui pousse même qu'on peut l'exécuter à de grandes portées. Vous allez voir, plus de 40 mètres, mettre une charpente métallique et ça résiste. Vous voyez un peu ça. Mais si vous utilisez le bois, avec même le poids propre du bois, la charpente finira par fléchir. Et donc, à part sa légèreté, c'est un matériau aussi qui ne peut pas être attaqué par les xylophages. Les xylophages sont ces insectes-là qui se nourrissent du bois. Ouais. Mais la charpente métallique, en tout cas, ne peut pas être attaquée par ces insectes-là. Mais aussi... Pardon? La rouille. Normalement, avant d'exécuter une charpente,
Avant d'exécuter une charpente métallique, on doit d'abord commencer par traiter ce fer en y appliquant justement l'enturé et bien d'autres matériaux de garnissage. À part ça, mais aussi c'est le fer, c'est un matériau qui est flexible. Et là, à une charpente métallique, on peut donner à la charpente toute la forme que l'on veut. Que ce soit circulaire, je sais pas moi, donc toutes les formes que vous voulez, vous pouvez le faire adapter à une charpente métallique, ce qui n'est pas le cas aussi pour les bois. Mais aussi, c'est son prix. Dans la ville de Goma, une charpente métallique coûte moins qu'une charpente en bois ces derniers temps. Ah bon? Ouais. En tout cas, On pensait que la charpente métallique était plus coûteuse que la charpente en bois. ouais, dans les jours passés, c'était le cas, mais ces derniers temps, la charpente métallique est moins coûteuse qu'une charpente en bois. Mais aussi, à part ça, c'est une charpente facile à exécuter. Facile à exécuter, mais aussi avec une certaine rapidité. Son exécution se fait un peu plus rapidement par rapport à une charpente en bois. Voilà les éléments qui nous poussent à être accro sur une charpente en métallique que faire recours à une charpente en bois. Merci beaucoup. Client Merci satisfait. Cholo. Ah, voilà, merci ingénieur Alphonse Biraki. Pour les gens qui veulent profiter de vos services, voilà, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour vous retrouver d'ailleurs? Je rappelle que vous êtes parmi les ingénieurs bien réputés de notre région. Et bravo pour ce que vous êtes en train de faire avec votre grande équipe. Alors pour vous retrouver, Merci beaucoup Calvin, et que les gens en tout cas nous appellent, on est là, on va leur produire un travail de qualité et ils seront en tout cas satisfaits. Alors pour nous trouver, vous pouvez nous contacter parce que comprenez déjà qu'Alphonse est dans une entreprise de construction dénommée Zonal Construction, et donc pour nous écrire, vous pouvez nous trouver sur notre site. Vous pouvez visiter notre site pour voir un peu ce que nous faisons, qui est le www.zonar avec un petit s.net. À part ça, vous pouvez aussi nous écrire sur notre compte Gmail officiel qui est zonarofficiel@gmail.com, ou soit vous nous appelez sur le numéro que vous allez trouver sur nos différentes plateformes. voilà, merci Alphonse, et bravo encore pour ça. Ah oui, Merci, on se retrouve tout à l'heure pour la suite.